La sexualité est une énergie contrôlée par le double de l'homme, à son insu. Beaucoup souffrent psychologiquement de leur sexualité car ils ignorent que celle-ci est sous le contrôle du double. Le problème principal est de surestimer l'importance de la sexualité, due à l'insécurité de l'ego. Les formes morales, religieuses et philosophiques ont précédemment contrôlé la sexualité. Dans le futur, l'individu vivra sa sexualité en fonction de son double, sans en faire une expérience psychologique. Est-ce plutôt une expérience énergétique? La sexualité est l'expression de l'intelligence pour l'équilibre des vibrations et la procréation. Il est essentiel de changer la perception de la sexualité. Dans ce manifeste, il est affirmé que pour vivre sa sexualité de façon normale, l'homme doit le faire consciemment, en comprenant la progression de cette énergie et son lien avec son énergie globale. Cela permettrait d'éviter les problèmes de surpopulation sur Terre. Cependant, l'homme a du mal à concevoir sa sexualité de manière animale, ce qui crée des distorsions. La sexualité est comparée à manger, une autre forme d'échange d'énergie. Mais l'homme cherche souvent à en obtenir plus, à en avoir toujours davantage. Il veut prolonger cette expérience qui lui procure une joie intense, sans comprendre qu'il doit vivre en harmonie avec son corps mental, astral et matériel. Aujourd'hui, l'homme vit sa sexualité de manière inconsciente, ce qui provoque des problèmes psychologiques et des comparaisons sociales. Pourtant, il est nécessaire d'être intelligent et conscient dans sa sexualité pour éviter de souffrir des différences et maintenir l'harmonie. Ce qui manque chez l'être humain, c'est la capacité de vivre en accord avec soi-même sans se comparer aux autres. Aujourd'hui, la société encourage la comparaison constante, ce qui crée un environnement psychologique déformé où l'homme est incapable de comprendre que sa sexualité devrait être en harmonie avec lui-même et en accord avec les lois énergétiques de son être. Pour atteindre cette compréhension, il faudrait être en communication télépathique avec son moi intérieur, ce qui permettrait de transcender les tabous, les inquiétudes, les tristesses et les solitudes liées à une sexualité mal vécue. Il y a une relation entre cette énergie qui circule à travers les différents plans de l'être humain et son intelligence ou ses fonctions cérébrales. Les grands peintres, poètes et écrivains ont souvent eu des sexualités considérées comme irraisonnables, car ils étaient très connectés au plan astral et utilisaient leur imagination de manière intense. La sexualité, vue d'un autre angle, est créée sur des plans pour répondre aux besoins sexuels de l'homme. Ceux qui ont une grande imagination sont souvent plus connectés au plan astro et vivent une sexualité abondante car il y a deux courants d'énergie dans la sexualité, un qui relie l'homme à la terre et un autre qui le relie à l'esprit. Pour les artistes, le courant d'énergie terrestre est plus prédominant que le courant d'énergie spirituelle, ce qui les pousse à vivre une sexualité intense pour refouler leur trop plein d'imagination. Cependant, cette intense sexualité est devenue un mythe auquel certains aspirent, ce qui peut mener à des problèmes comme la pornographie et des luttes avec la culpabilité. En fin de compte, il y a toujours une petite tristesse associée à ceux qui investissent trop dans la sexualité sans faire la connexion entre leur intelligence et leur sexualité. Cependant, il est important que les individus aient une sexualité qui a du sens pour eux, sinon ils risquent de perdre le sens de leur vie. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde le sujet de la sexualité et de la spiritualité. Il explique qu'il est normal pour un être humain de désirer une sexualité épanouissante et que refouler cette énergie peut causer de la rébellion. Cependant, il souligne que certaines personnes dans leur quête spirituelle peuvent atteindre des niveaux supérieurs où la sexualité n'est plus nécessaire et où ils trouvent leur épanouissement spirituel. Il affirme que la sexualité et la spiritualité sont des polarités opposées, et que l'objectif ultime est d'avoir à la fois une sexualité équilibrée et une spiritualité épanouissante, transmutée au niveau psychologique. Il mentionne également que l'éducation sexuelle est un élément important de l'évolution psychologique de l'humanité. Il critique le fait que certains parents évitent de parler de sexualité à leurs enfants, ce qui pousse le gouvernement à devoir mettre en place des programmes d'éducation sexuelle à l'école. Cependant, il souligne que cette situation est conditionnelle et que si les parents prenaient leur rôle d'éducateur sexuel au sérieux, les enfants n'auraient pas à compter uniquement sur l'école pour obtenir des informations dans ce domaine. Il met en garde contre les différences de points de vue possibles entre les enseignants d'éducation sexuelle et les parents, et souligne que les enfants sont plus influencés par leurs parents que par ceux qui les enseignent à l'école. L'éducation de la sexualité à l'école est souvent inefficace car il y a trop de facteurs complexes impliqués. Même les enseignants qui ont des doctorats en sexualité peuvent avoir du mal à la vivre personnellement. La sexualité inclut des aspects psychologiques liés à la génitalité, qui, elle, est un phénomène biologique.
Il est essentiel de comprendre sa propre psychologie afin de pouvoir enseigner la génitalité à un enfant. Hommes et femmes ont une sexualité différente, avec des problèmes souvent liés au rapport entre les deux. Certains hommes manquent de délicatesse envers les femmes et certaines femmes sont gênées ou ont peur de déplaire à leur partenaire. Cela peut conduire à une perte de plaisir dans la sexualité pour la femme. L'appétit sexuel est toujours présent mais peut être affecté par des conditions qui l'entravent. Être conscient de sa personnalité et de ses besoins est essentiel pour développer et entretenir son appétit sexuel. L'auteur, Bernard de Montréal, parle de l'appétit sexuel et de son importance dans une relation de couple. Il souligne que le désir sexuel est une pulsation créée par l'énergie du double, mais qu'il peut parfois diminuer ou disparaître. Il soutient que lorsque cela se produit, il y a toujours une raison sous-jacente et il est important de comprendre cette raison. Il donne l'exemple d'un jeune couple qui a eu des problèmes sexuels, mais affirme qu'avec le temps, ces problèmes peuvent se résoudre. Il explique que notre manque de compréhension de notre propre intelligence nous empêche de savoir comment changer cette condition et nous conduit à subir une vie de couple insatisfaisante. Il affirme également que lorsqu'il parle de sexualité, il doit le faire en fonction de l'évolution future de l'intelligence. Il conclut en expliquant que l'énergie sexuelle est contrôlée par le corps astral et que cela détermine notre attirance physique pour les autres. En fin de compte, il souligne que la sexualité est un sujet complexe et qu'il est important de comprendre et d'explorer ses nuances. L'histoire raconte l'histoire d'un homme qui prétend aimer une femme, lui dit « je t'aime », mais finit par ne plus l'aimer. Cependant, il ne veut pas lui dire la vérité pour ne pas la blesser, et donc continue à être avec elle. La narrateur explique que si l'esprit et le corps matériel ne sont pas en harmonie, ça peut entraîner une disconnexion au niveau de la sexualité. Certaines personnes, en particulier les hommes, peuvent recourir à des méthodes pornographiques pour maintenir leur vie sexuelle, car ils ne possèdent plus suffisamment d'imagination. La sexualité normale, celle qui est le produit de l'activité de l'énergie de l'esprit à travers le corps humain, est naturelle et équilibrée au niveau électrostatique lorsque l'esprit est présent. Si l'esprit est absent à cause de l'ego, alors la personne vivra sa sexualité selon les conditions imposées par l'ego et son imagination. Le narrateur mentionne un couple qui voit sa sexualité diminuer, mais qui le vit en toute conscience, sans souffrir de cette réduction. Il explique également qu'il est important pour un homme et une femme de bien se comprendre mutuellement sur le plan corporel et spirituel pour bien vivre leur sexualité. Finalement, le narrateur partage une anecdote personnelle dans laquelle il explique comment un aspect physique d'une femme, ses genoux, l'a empêché de la marier, car il aurait eu des tensions toute sa vie à cause de cela. Il souligne l'importance de considérer notre relation avec une personne en fonction de nos propres besoins émotionnels, vibratoires et esthétiques. Il conclut en disant que les gens tombent souvent trop rapidement amoureux sans réfléchir et qu'il faudrait être intelligent avant d'être amoureux pour éviter de payer le prix plus tard. Dans cette discussion, le narrateur exprime son point de vue sur l'intelligence et la sexualité. Il affirme que lorsque l'on devient intelligent, on ne peut plus se contenter de jouer à des jeux et que l'on est obligé de changer sa situation si elle ne convient pas. Toutefois, il constate que la plupart des gens tombent amoureux avant d'acquérir cette intelligence et se retrouvent donc confrontés à des problèmes relationnels. Il parle notamment de sa petite fille de 10 ans et de l'éducation sexuelle qu'il lui donne, en lui expliquant que les relations amoureuses sont souvent temporaires. Il souligne également l'importance d'une éducation sexuelle adéquate afin de prendre conscience des conséquences de ses actions. Il affirme que le problème ne réside pas dans le rapport sexuel lui-même, mais dans l'inconscience de ses conséquences. Pour lui, il est nécessaire de parler ouvertement de la sexualité, sans jugement ni peur, afin de mieux la comprendre. Il souligne la complexité de cette question et insiste sur la nécessité d'en parler longuement pour en avoir une vision plus complète et individualisée. Le narrateur conclut en rappelant que chaque individu a son propre rapport à la sexualité en fonction de son expérience et de son intelligence personnelle. Dans cet extrait, l'auteur souligne l'importance de parler de la sexualité et de former des spécialistes dans ce domaine. Il soutient qu'il est nécessaire de comprendre la sexualité au niveau de l'intelligence afin de pouvoir l'appliquer à chaque individu. Il souligne que la sexualité ne peut pas être généralisée et qu'il est essentiel de la vivre avec intelligence et vitalité, en dehors de l'ego. Il affirme que la morale est liée à l'ajustement psychologique de la sexualité par rapport aux normes sociales, mais que la morale n'est pas nécessairement importante pour certains individus qui vivent une sexualité épanouissante dans leur intimité.
Il met en garde contre le fait de laisser les pensées prendre le contrôle de l'expérience sexuelle, soulignant que l'énergie sexuelle doit être présente et se dissiper sans être perturbée par le mental inférieur. Le sujet de la discussion devient les désordres sexuels et les perversions sexuelles. Le conférencier explique que les perversions sexuelles sont le résultat d'un déséquilibre du corps astral de l'homme. Ce déséquilibre crée des troubles psychiques, notamment dans le cas des perversions sexuelles. Il s'agit d'un déséquilibre du corps astral, d'une suractivité de l'imagination liée au plan astral. Il mentionne que la possession peut également se manifester sur le plan sexuel, comme dans les cas de viol. L'homosexualité n'est pas considérée comme une perversion à proprement parler, mais elle peut devenir perverse si l'individu ne la comprend pas et en souffre. Les personnes ayant beaucoup d'imagination peuvent davantage pervertir leur vie si leur imagination n'est pas équilibrée. L'homosexuel est plus sensible à Stra dans cet extrait. L'auteur affirme que les personnes transgères vivent le karma de leur sexualité passée et sont souvent obligées de l'expérimenter jusqu'à la transformation de leur corps physique. Cependant, s'ils comprennent leur état et entrent dans l'intelligence de leur sexualité, ils pourront se libérer du trauma psychologique lié à leur corps et trouver la paix de l'esprit. L'auteur donne comme exemple de raisons passées pouvant amener une personne à vivre une transsexualité le fait d'avoir commis des actes sexuels déviants dans le passé, tels que la castration d'enfants, ainsi que le contexte historique d'époques barbares et violentes. L'auteur aborde également la prostitution, la considérant comme liée à des facteurs économiques et de pauvreté, mais soulignant que chaque prostituée a ses propres raisons et qu'il ne faut pas les juger. Dans cette partie de l'interview, Bernard de Montréal aborde plusieurs aspects liés à la sexualité et à l'équilibre des énergies. Selon lui, il existe des hommes qui ne vivent pas leur énergie sexuelle en raison de diverses raisons, comme leur laideur, leur infirmité ou leur imagination. Ces hommes peuvent alors trouver satisfaction dans la pornographie, qui est un excès de sensibilité et d'imagination lié à leur insécurité. Bernard de Montréal soulève la question de la légalisation de la pornographie et estime qu'elle ne devrait pas être légalisée si elle porte atteinte à la sensibilité collective et à l'esthétique sociale. Il insiste sur l'importance que les politiciens soient sensibles à la volonté de la majorité. En ce qui concerne la différence entre l'homme et l'humain, Bernard de Montréal explique que l'homme désigne l'homme mâle et la femme femelle, tandis que l'humain englobe les deux sexes. Il explique que la nature de l'humain est universelle et qu'elle se base sur les lois de la polarité, qui permettent aux êtres d'interagir sur le plan matériel. Sur le plan psychologique, la distinction entre les deux sexes est simplement d'ordre sensoriel, car sur le plan de l'esprit, la polarité n'existe pas. L'esprit utilise la polarité lorsqu'il se manifeste sur les plans inférieurs de la création afin de recomposer la forme à l'infini. Ainsi, l'homme est constitué à la fois d'une part mâle et d'une part femelle pour permettre cette manifestation sur le plan matériel. L'évolution animale se caractérise par un processus de dualité et de polarisation, dans lequel les aspects inférieurs sont élevés par les aspects supérieurs. L'homme, encore inconscient des lois universelles, vit actuellement une expérience psychologique unisexe qui vise à transcender les barrières entre les sexes et à permettre à la femme de s'épanouir. Cette évolution vers l'unisexe prépare l'homme à se libérer des formes matérielles et à entrer en contact avec des civilisations unisexes. Quant à la montée de la Kundalini, elle représente une énergie cosmique présente dans la colonne vertébrale de l'homme et de la femme. Les Orientaux, grâce à leur expérience astrale, ont découvert la nature voilée du corps humain et la mécanicité énergétique de la colonne vertébrale. Cependant, ils ne savaient pas que cette énergie ne devait pas être manipulée par l'ego, car cela entraînerait une manipulation psychologique. Lorsqu'il y a de l'émotion dans le mental, cela génère du désir chez l'homme pour atteindre un certain état d'esprit et obtenir un certain pouvoir. Cependant, cela est très dangereux car l'homme n'est pas dans l'intelligence, mais simplement dans l'intellect. Pour comprendre les lois cosmiques, il faut être dans l'intelligence et avoir une conscience mentale supérieure qui permet de comprendre le rapport entre l'énergie et les centres énergétiques. Travailler avec la Kundalini à partir de l'ego est dangereux car on peut libérer des énergies et affecter négativement ces centres énergétiques. Cela peut conduire à la folie, car les énergies qui passent dans l'homme sont indifférenciées et deviennent différenciées seulement lors de leur utilisation. Il est important que l'énergie descende d'en haut et que l'ouverture des chakras se fasse par la partie cosmique de l'homme, c'est-à-dire son double qui doit être développé. Chaque société interprète la réalité énergétique de l'homme selon sa doctrine et sa philosophie. L'énergie est présente dans la cellule dès qu'il y a interaction entre le mental ou le corps astral de l'homme,
et elle descend au niveau le plus bas de la constitution matérielle de la forme, notamment au niveau génétique. L'ovule n'a pas besoin d'être amené dans la matière par le corps de désir. Il peut être amené à se matérialiser simplement par une interaction biologique ou physique, voire même sans contact mental ou astral entre un homme et une femme. Il y a des cas où des femmes ont donné naissance à des enfants sans avoir eu de contact sexuel, grâce à une résonance énergétique. L'ovule est comparé à une spirale d'énergie constamment en mouvement, toujours actif. Le spermatozoïde, quant à lui, est inactif et ne devient actif que lorsque l'ovule est mis en résonance. C'est l'ovule qui, par sa vibration et sa résonance, attire le sperme à lui, et non l'inverse. Ainsi, c'est la femme qui appelle l'homme à elle sur le plan biologique. Les cycles menstruels chez la femme sont liés à une génétique éthérique en relation avec la Lune. Il y a une activité cosmique importante entre la Lune et la Terre, mais cela n'est pas reconnu dans les doctrines ésotériques ou occultes. Pour comprendre les activités de la Lune, il faut entrer en conscience avec l'esprit de la Lune. C'est par la femme que la conscience cosmique vient sur Terre, car c'est par elle que l'énergie solaire se manifeste. Il est important de ne pas rester prisonnier de la symbologie dans notre quête de connaissance. Les symboles sont des formes déjà établies dans notre cerveau pour nous empêcher d'accéder à la véritable connaissance. Il faut dépasser cette symbologie pour éviter de rester limité dans notre évolution future. La symbologie est influencée par le caractère émotionnel ou mental d'une nation. Chaque peuple a sa propre symbologie qui devient un ciment pour son intelligence. Tant que l'homme ne dépasse pas cette symbologie, il ne peut pas comprendre les relations énergétiques entre les différents plans d'évolution. Il doit comprendre les lois de l'énergie, car c'est elle qui est à la base de tout. Actuellement, nous dépendons de carburants morts d'énergie, au lieu d'utiliser une énergie infinie. Pour aller plus loin, l'homme doit fusionner son mental avec l'énergie et ainsi ouvrir les secrets de la science cosmique pour l'humanité. La langue est précise, mais parfois nous utilisons les mots de manière erronée. Sur le plan cosmique, il n'y a pas de combat mais une lutte, car les êtres les plus évolués doivent constamment remettre en place les activités des êtres inférieurs. Dans cette discussion, les intervenants abordent plusieurs aspects liés à la nature du cosmos et de la lutte. Ils mentionnent qu'au centre de l'univers, il existe un endroit appelé l'île paradisiaque où la lutte n'existe pas car il n'y a ni origine, ni temps, ni espace. Cependant, à partir de ce centre, la lutte commence dans le cosmos, se transformant en combat et en agencement des forces biologiques dans l'évolution. Ils discutent ensuite de la signification de l'orgasme dans la connexion entre les partenaires. Selon eux, l'orgasme est un aspect de la conscience cosmique qui permet aux êtres humains de ressentir le plaisir vibratoire de l'énergie et de réaliser que cela vaut la peine d'être fait pour assurer la procréation continue. En ce qui concerne l'importance de l'orgasme, il mentionne que les anciennes dictées religieuses prônant une diminution du plaisir étaient simplement liées à la psychologie religieuse de l'époque. Aujourd'hui, il suggère qu'il est essentiel de trouver du plaisir par tous les moyens. En ce qui concerne l'état de félicité ressenti par les saints, ils expliquent qu'il est différent de l'orgasme et se situe au niveau du corps astral. Cet état est plus intense, plus grand et plus proche du mental, ce qui en fait une expérience plus élevée et reconnaissante sur le plan de la conscience. Finalement, ils indiquent qu'il est possible d'avoir un état de contact similaire sur le plan mental pur, mais il faut comprendre que l'énergie est toujours la même si les expériences peuvent être différentes. Dans cet extrait, Bernard de Montréal discute de l'énergie cosmique et de sa manifestation sur différents plans, notamment le plan physique, astral et mental. Il explique que sur le plan physique, l'orgasme est de courte durée, tandis que sur le plan astral, il est plus long, et sur le plan mental, il est permanent et continu. La fusion entre les énergies cosmiques crée un état semblable à un orgasme permanent. En ce qui concerne les techniques pour vivre cette énergie sur le plan astral, cela dépend de l'orientation psychologique de l'individu et de ses contacts sur ce plan. Aller dans le plan astral nécessite une invitation ou la présence d'un maître qui connaît ces mondes. Bernard de Montréal souligne également que certaines entités travaillant sur le plan astral peuvent guider les personnes ayant eu des pratiques sexuelles négatives à transformer leur sexualité pour en développer des avantages plus occultes et concentrer davantage d'énergie sexuelle sur Terre. Il est également mentionné que sur les plans astraux très élevés, la sexualité n'est pas une préoccupation, tandis que sur les plans médians, elle peut l'être. En ce qui concerne les artistes et leur lien avec l'astral,
il est noté que leur créativité et imagination sont souvent associées à des manifestations sexuelles marginales dans différents domaines, mais cela ne concerne pas nécessairement la procréation. L'individu dont il est question dans cet extrait estime que les personnes marginales sont celles qui font progresser l'humanité, car elles sont souvent suprasensibles ou supérieures d'une certaine manière. Il soutient que la marginalité peut être décadente ou créative, mais pense qu'il est impossible pour un homme d'en juger un autre sur le plan cosmique. Il explique que l'esprit est en dehors de la polarité du bien et du mal, et que c'est l'homme qui est prisonnier de cette dualité. Selon lui, toutes les expériences humaines font partie de l'expérience de l'esprit dans la matière, et lorsque l'esprit fusionne avec la matière, la nature de l'individu change. Il souligne l'importance de ne pas juger les autres afin d'évoluer et d'absorber le choc émotionnel dans le corps astral, ce qui élève la conscience et élargit l'esprit. Il aborde également la question de l'homosexualité, en expliquant que l'expérience humaine sert à l'évolution de l'esprit plutôt qu'à satisfaire les désirs personnels. L'auteur affirme que les conditions de l'homosexualité ne devraient pas être jugées par la société, car elles font partie du karma de chaque individu. Il souligne que de nombreux homosexuels ont troublé la société et reçoivent donc des réactions négatives en retour. Cependant, il existe des homosexuels normaux qui vivent leur homosexualité sans troubler l'humanité. L'auteur affirme qu'il n'y a pas d'anormalité dans la nature et que l'homosexualité est une décision prise avant l'incarnation. Il soutient que les homosexuels vivent en dehors des lois du déterminisme biologique et que cela fait partie de leur expérience et de leur karma. Il affirme que l'homosexualité est présente dans toutes les civilisations et que les homosexuels ont un rôle cosmique en tant que lien entre les hommes et les femmes. Cependant, tant que les homosexuels ne prendront pas possession de leur expérience, ils seront soumis au jugement de la société. Dans cette discussion, il est mentionné le sujet de la pédophilie. L'intervenant explique que toute expérience, qu'elle soit positive ou négative, implique un ajustement au niveau du corps astral. Il souligne qu'il ne s'agit pas de juger les individus concernés, mais de leur permettre de comprendre leurs conditions et d'altérer la vibration de leur corps astral afin de se libérer de cette énergie. Il précise que la société a pour rôle de se protéger, mais que l'individu doit aussi comprendre sa situation. Cependant, faute de psychologie et de sciences psychologiques complètes, il est difficile de briser le lien entre l'individu et les forces astrales qui le poussent à ces comportements. Il est également souligné que des comportements similaires peuvent être observés chez les hétérosexuels, mais ces derniers sont souvent mieux acceptés socialement. Enfin, il est expliqué que la surexcitation du corps astral fait partie de l'expérience et que certaines personnes ont plus souvent besoin de satisfaire cette énergie que d'autres. Dans cette interview, le conférencier explique que les troubles de l'appétit sexuel et les problèmes psychologiques liés à la sexualité sont causés par un déséquilibre dans les champs de force du corps astral. Il affirme que la psychologie devrait évoluer pour traiter ces problèmes de façon verbale plutôt que chimique. Il mentionne que les transsexuels peuvent ressentir une affinité astrale avec le bien-être sexuel opposé à leur sexe biologique, ce qui les pousse à vivre l'autre rôle. Pour neutraliser cette connexion, il suggère de changer de partenaire ou de complice astral. Il explique également que l'homme est dominé par le corps astral et que son intelligence est influencée par des intelligences astrales. En fin de compte, il soutient que sur les autres plans, en dehors du corps astral, il n'y a pas de polarité sexuelle, mais plutôt une unité. Dans cette dernière heure sur le sujet de la sexualité, Bernard de Montréal aborde différentes questions du public. Il explique que lorsque les ovules d'une femme ne produisent pas d'enfants, c'est parce qu'ils manquent de vitalité et ne frémissent pas pour attirer le sperme. Ceci est lié aux lois karmiques et peut être une conséquence de souffrances passées ou d'abus vécus dans d'autres vies. Il souligne que pour comprendre la vie de l'homme, il est nécessaire de la voir en fonction de son passé et des cycles d'expérience de l'âme. Les lois de la vie sont complexes et appartiennent au domaine de l'esprit, elles ne peuvent pas être expliquées de manière catégorique ou philosophique. Selon la discussion, les plans inférieurs de l'homme, tels que le mental, l'astral, le vital et le physique, sont en harmonie avec l'esprit et les lois de la vie lorsque la lumière de l'esprit peut les pénétrer. Cependant, en raison de l'égocentrisme, de l'ignorance et du manque d'évolution de l'homme, il peut y avoir une disharmonie et une violation des lois de l'esprit. Dans ce cas, le pouvoir de l'âme, qui est la mémoire, peut être assujetti à l'ego de l'homme. Pour corriger cela, l'homme doit vivre des expériences visant à ajuster ses plans inférieurs à la vibration de la vie. Dans la future évolution de l'humanité, les hommes seront en harmonie avec les lois de la vie et auront une conscience créative en ayant un contact télépathique avec l'intelligence.
Il est mentionné que les enfants de cette époque auront la connaissance et qu'ils seront en connexion avec le mental supérieur de l'homme. En ce qui concerne la sexualité, il est souligné que lorsqu'il est dit il faut être semblable aux enfants pour entrer au royaume des cieux, cela signifie qu'il faut être simple en esprit et ne pas bloquer. Le chemin de l'énergie à travers le mental. La naissance d'enfants difformes est attribuée au karma de l'homme et à l'esprit qui peut créer un désordre dans la structure génétique pour permettre à l'ego d'évoluer et de vivre des expériences conformes à sa mémoire. Ces lois d'équilibre et d'évolution permettent à l'humanité de progresser. Dans cette interview, Bernard de Montréal aborde les sujets de l'avortement et de l'insémination artificielle. Il explique que l'homme ne sait pas quand commence la vie, mais il estime que l'âme descend dans l'être humain lorsque celui-ci commence à respirer. Il précise qu'il se réfère aux décisions prises universellement, par exemple par le Vatican, qui condamne l'avortement en raison de l'inconscience des pays sous-développés. Cependant, il affirme que s'il parlait en privé, il expliquerait l'avortement différemment. Il souligne également que chaque individu doit prendre sa propre décision vis-à-vis de l'avortement et qu'il ne peut pas imposer ses vues aux autres. Concernant l'insémination artificielle, il rappelle les dangers lorsqu'elle est utilisée dans un régime totalitaire comme le nazisme, mais estime que dans le cas de femmes qui souffrent et veulent avoir des enfants, c'est une technique remarquable. En ce qui concerne le contrôle de la qualité des enfants produits, il explique que l'homme tend à améliorer constamment les produits finis, mais que cela devrait rester une décision individuelle. Dans cette entrevue, le scientiste BDM discute de la possibilité de manipuler la génétique humaine. Il soutient que la science future permettra de récupérer les bons potentiels et d'éliminer les mauvais, ce qui nécessite une technologie plus avancée. Il mentionne que certaines erreurs peuvent être commises dans ce domaine, mais elles ne seraient pas le résultat d'une déviation psychologique de la part des scientistes. Lorsqu'il est question de l'insémination artificielle, il affirme qu'il y a de nombreuses âmes qui souhaitent s'incarner dans la matière et que l'aide et l'inspiration des plans astraux seront disponibles pour ceux qui utilisent ces techniques. BDM soutient que plus l'homme avance dans la science, plus il contribuera à son épanouissement, tant qu'il l'utilise avec intelligence. Cependant, il souligne que l'homme ne pourra pas facilement transmuter la matière génétique tant qu'il n'aura pas accès au niveau sonore des atomes. En ce qui concerne les gènes et le génie, BDM affirme que le génie ne vient pas des gènes, mais plutôt de la sensibilité génétique à l'énergie astrale ou mentale. Il mentionne également que les voyants sont plus aptes à détecter le génie d'une personne en observant sa aura. En ce qui concerne le clonage, BDM note qu'il serait permis lorsque la hiérarchie aura le contrôle de l'évolution de la Terre. Selon la discussion, il est mentionné que la présence du régent planétaire est nécessaire pour relier les plans cosmiques et planétaires et neutraliser les effets astraux sur la conscience humaine. Ce régent planétaire permettrait également à l'homme de commencer à explorer les possibilités du clonage, afin de pouvoir voyager plus loin dans le système solaire. L'auteur explique que l'homme ne peut pas faire de grands voyages dans le cosmos en raison du manque de densité dans son corps astral. Cependant, des clones génétiques pourraient être créés pour effectuer des tâches que l'homme ne pourrait pas faire lui-même. Il est souligné que le gouvernement invisible décide des étapes de l'évolution scientifique sur Terre, et que le temps vient où les scientifiques découvriront l'origine de leurs pensées et verront les liens avec des plans parallèles. En ce qui concerne la vasectomie et les opérations génitales, il est mentionné que les hommes ne se plaignent généralement pas de perdre leur masculinité, mais que les femmes peuvent être affectées par des problèmes de santé. Si un couple inconscient trouve nécessaire de recourir à ces opérations, il est préférable que l'homme le fasse plutôt que la femme, car cette dernière est plus complexe au niveau génétique et ses tissus sont différents. En réponse à une question sur la réaction des hommes dans une société dominée par des machos, l'auteur doute que la majorité des hommes se sentent diminués après une ablation de la prostate. Cependant, ceux qui ont une forte identité machiste peuvent être affectés psychologiquement, en raison de leur vanité liée à leur statut masculin. En conclusion, l'auteur souligne que la présence du régent planétaire est cruciale pour faciliter l'évolution et l'exploration spatiale de l'homme. Il aborde également les répercussions psychologiques potentielles de certaines opérations génitales sur les hommes, en fonction de leur identité machiste. Dans cette entrevue, Bernard de Montréal parle de différents aspects de la sexualité. Il mentionne que les machos peuvent perdre un peu confiance en leur appétit sexuel lorsqu'ils sont mis à leur place par des femmes. Il aborde également le sujet de la masturbation, expliquant qu'elle a été associée au vice dans le passé, mais qu'elle est une pratique normale et naturelle. Cependant, il précise qu'il est important de ne pas se masturber toute sa vie,
mais plutôt de chercher un partenaire pour combler ses besoins sexuels. Il mentionne également que la masturbation peut causer des problèmes psychologiques si l'individu ressent de la culpabilité à ce sujet. Bernard de Montréal souligne également que la sexualité est un domaine intime qui ne devrait pas être influencé par des doctrines moralistes extérieures. En ce qui concerne l'enseignement de la sexualité, il estime qu'il est important que les enfants aient accès à des informations appropriées, mais souligne que cela peut être fait à la fois à l'école et à la maison. En fin de compte, il place l'accent sur l'importance d'une psychologie sexuelle solide et d'une compréhension personnelle de l'action sexuelle pour vivre une sexualité épanouissante. Dans cette intervention, le conférencier parle de sa façon d'aborder la sexualité avec sa fille. Il explique qu'il essaie de l'aborder avec intelligence plutôt qu'avec des émotions. Il lui laisse vivre ses expériences mais lui donne des conseils pour son évolution sexuelle. Il souligne l'importance d'une sexualité intelligente plutôt qu'une sexualité libre, car une sexualité libre peut comporter des dangers. Il parle également de la différence entre un professeur de sexualité et un maître de sexualité, expliquant que le maître peut aider à dépasser les tabous et blocages de la sexualité, mais qu'il ne permet pas forcément de découvrir l'intelligence de sa propre sexualité. Enfin, il aborde brièvement la question des relations familiales et les possibles abus sexuels qui peuvent en découler, soulignant les lois sociales rigides qui régissent cette question. Le conférencier souligne deux aspects de la perversion sexuelle, l'influence extérieure et l'influence intérieure. Dans le premier cas, il est nécessaire d'avoir une réprobation sociale et des tribunaux pour corriger ces excès. Dans le second cas, il y a un besoin de prise en charge psychologique par des professionnels tels que les psychiatres, psychologues et éducateurs. Il admet cependant qu'il faut respecter les individus souffrant d'une influence intérieure astrale, mais être sévère envers ceux qui exercent une influence extérieure néfaste. La discussion porte également sur le rééquilibrage de l'énergie sexuelle. Chez les enfants agressifs ou surdoués, qui peut être réalisé à travers différentes activités, pas seulement sexuelles, mais aussi créatives dans les plans astral et mental. Il est souligné que la sexualité ne devrait pas être le seul moyen de canaliser cette énergie supplémentaire. Enfin, il est mentionné que la sexualité peut être un conditionnement, par exemple dans les prisons où les hommes peuvent devenir homosexuels. Le conférencier exprime son intérêt pour donner une conférence en prison, pour aider les personnes concernées. Dans cette discussion, les intervenants évoquent le lien entre la sexualité et la nature humaine. Ils soulignent que la société impose souvent des normes et des jugements sur la façon dont la sexualité doit être vécue. Ils estiment que cela crée de la culpabilité et des souffrances chez de nombreuses personnes. Ils affirment que chaque individu devrait avoir le droit de vivre sa sexualité comme il l'entend, tant qu'il respecte les autres. Ils abordent également la question de l'homosexualité et du lesbianisme. Ils affirment qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux, et que chaque individu devrait être libre de vivre sa sexualité sans être jugé. Enfin, ils annoncent la volonté de l'un des intervenants de mener une campagne pour expliquer et faire comprendre de manière définitive ce qu'est la sexualité, afin d'aider les personnes qui souffrent dans leur vie sexuelle à trouver une harmonie personnelle. Dans cette discussion, les intervenants abordent le sujet de la tolérance envers différentes formes de sexualité, tant qu'elles ne causent pas de violence physique ou morale envers autrui. Ils soulignent l'importance d'avoir de l'intelligence dans sa sexualité et de ne pas laisser les influences extérieures dicter ses choix. Ils discutent également de la différence entre violer sa femme, ce qui est considéré comme un déséquilibre dans la relation, et violer une étrangère, ce qui est une attaque à la personne dans tous ses niveaux, esprit, mental, émotionnel et physique. Il mentionne qu'une femme qui est dominée par son mari dans sa propre maison n'a pas suffisamment de caractère pour mettre fin à cette expérience, tandis qu'une femme à l'extérieur est totalement dominée. Il souligne l'importance pour les femmes d'être intelligentes et capables de riposter face à l'oppression. Lors d'une émission radio, les animateurs discutent de différents sujets, notamment de la prostitution et du plaisir sexuel sur le plan astral. Ils interrogent l'intervenant sur l'amitié profonde et l'amour platonique, ainsi que sur les relations sexuelles au niveau éthérique. L'intervenant explique que sur le plan astral, la sexualité est vécue à un autre niveau vibratoire, sans les limitations physiques. Il indique également que dans une évolution future, la procréation pourra se faire à partir du centre énergétique de la thyroïde. Ils évoquent également la possibilité que dans une prochaine race, le larynx devienne l'organe de la sexualité. Enfin, ils discutent de la symbolique de la vie sexuelle du Christ et de son rapport à la procréation et à la transmission de l'énergie à d'autres plans ou niveaux.
L'intervenant explique que ces actes symboliques avaient une importance sur le plan astral, mais pas sur le plan cosmique, et qu'ils permettaient une continuité de conscience entre le Christ et ses disciples. Dans cette expérience, les âmes très avancées et proches des plans supérieurs de l'astral ont été ramenées sur les plans terrestres afin d'être incarnées dans la matière. Cela leur permettrait de participer à la prochaine évolution. Les premières âmes à vivre cette expérience sont considérées comme les pionnières.